Le claquement métallique de la serrure qui cède fut le dernier écho d'une vie que Béatrice Moreno laissait derrière elle pour toujours. Ce ne fut pas un fracas, mais un claquement sec, presque timide, rivalisant contre le sifflement constant du vent glacial s'infiltrant parmi les pins centenaires du royaume des cimes. Lorsque la porte en bois massif s'ouvrit, le grincement des charnières rouillées déchira l'air comme une plainte, annonçant son arrivée dans un refuge qui, selon les hommes de loi à la ville, n'était rien de plus qu'une tombe de troncs pourris. Mais alors que la jeune femme franchissait le seuil, le silence qui l'accueillit ne fut pas celui de la mort, mais un silence vibrant, chargé d'une attente pesante qui faisait se hérisser les poils de ses bras sous le fin tissu de sa robe de deuil. Si vous aussi vous ressentez ce froid dans l'échine face à l'inconnu, rejoignez notre meute dès maintenant et dites-nous en commentaire d'où vous surveillez cette légende, car dans ces montagnes, le silence ne signifie jamais la solitude. Il y avait à peine 3 jours, la veuve de 25 ans regardait les agents de recouvrement marquer à la craie rouge les meubles qui formaient autrefois son foyer. Son époux, un homme dont l'ambition n'avait d'égal que l'imprudence, ne lui avait laissé qu'une trace de cendre, des promesses brisées et une liste interminable de créanciers au visage de pierre. La seule possession que la loi n'avait pu lui arracher était cette propriété reculée, un héritage d'une tante célibataire dont la famille parlait toujours à voix basse, comme si nommer la cabane revenait à invoquer le malheur. L'avocat, d'un ton de voix qui se voulait compatissant mais qui ne cachait que du mépris, l'avait averti que le voyage serait vain. Il lui avait dit que la structure se serait probablement effondrée sous le poids de la neige depuis des décennies et que le terrain était si hostile que même les chèvres n'osèrent pas y paître. Cependant, en faisant son premier pas dans la pièce principale, l'ouïe de la femme saisit quelque chose qui défiait toute logique. Elle n'entendit ni le craquement du bois pourri, ni le trottinement des rats sur la poussière. Au lieu de cela, l'air apportait avec lui le sifflement rythmique d'une cheminée qui, bien qu'éteinte à cet instant, conservait la chaleur d'un feu récent. L'arôme de cèdre frais et de résine inonda ses sens, une fragrance si intense qu'elle pouvait presque la goûter. Ses bottes, usées par le long trajet dans la charrette empruntée, ne soulevèrent pas de nuages de poussière. Le plancher aux larges planches brillait d'une propreté surnaturelle, comme si des mains invisibles avaient appoli chaque veine du bois quelques minutes à peine avant son arrivée. La jeune femme laissa tomber sa malle, et le coup sourd contre le sol résonna dans les poutres du plafond avec une profondeur qui la fit frémir. Elle resta immobile, retenant son souffle, laissant ses oreilles s'ajuster à la symphonie de la montagne. À l'extérieur, le ululement du vent frappait les murs, mais à l'intérieur, la cabane semblait respirer avec elle. Un craquement rythmique provenant de l'étage supérieur attira son attention. C'était la vibration d'un poids considérable, se déplaçant avec une grâce impossible, un pas qui n'appartenait pas à un petit animal, mais à quelque chose qui dominait l'espace avec une autorité absolue. Elle s'obligea à marcher vers la cuisine, essayant d'ignorer les battements accélérés de son propre cœur qui frappait contre ses côtes comme un tambour frénétique. Elle trouva un buffet sculpté à la main, et en l'ouvrant, le doux frottement du bois contre le bois fut le seul murmure dans la pièce. À sa surprise, les étagères n'étaient pas vides. Il y avait des bocaux en verre contenant des herbes séchées qui bruissaient au toucher, et des sacs de farine qui conservaient une fraîcheur inexplicable. Tout dans cet endroit criait que quelqu'un, ou quelque chose, habitait ce sanctuaire. Le désespoir qui l'avait poussé à fuir la ville commença à se transformer en une curiosité poignante, mêlée à un instinct de survie qui lui disait qu'elle ne devait pas poser de questions à voix haute. À la tombée de la nuit, la température chuta violemment. Le vent à l'extérieur se transforma en un rugissement féroce qui secouait la cime des pins, créant un fracas rappelant le choc des vagues contre une falaise. La veuve s'approcha de la cheminée, trouvant une pile de bois parfaitement coupée, avec des bords si précis qu'ils semblaient avoir été séparés par une griffe, plutôt que par une hache. Alors qu'elle plaçait les bûches, le pétillement du feu en prenant fut un soulagement pour ses oreilles. Le crépitement constant et le craquement de l'écorce se consumant créèrent une bulle de son qui la protégeait de l'immensité de l'extérieur. Ce fut à ce moment de calme relatif qu'elle l'entendit pour la première fois. Ce ne fut ni un cri, ni un murmure,
mais une vibration qui naquit dans les profondeurs de la structure et monta par ses pieds jusqu'à s'installer dans sa poitrine. C'était une voix si profonde et caverneuse qu'elle semblait émaner des racines mêmes de la montagne, s'infiltrant à travers les fissures du grenier situé juste au-dessus de sa tête. Qui ose profaner le silence de mon refuge? La question ne fut pas criée, mais le ton possédait une résonance qui fit vibrer les assiettes en céramique sur la table. La femme se leva d'un bond, le dos collé contre la pierre froide de la cheminée. Ses yeux cherchèrent désespérément une ombre, un visage, la moindre trace de présence humaine dans la pénombre que les sauts des flammes n'atteignaient pas. Mais il n'y avait personne, seulement le rythme de sa propre respiration saccadée et le sifflement du vent à l'extérieur. « Je m'appelle Béatrie », répondit-elle, et sa propre voix lui parut petite et fragile en comparaison de la puissance qu'elle venait d'entendre. Cette cabane appartenait à ma tante. Je suis sa seule héritière. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. Le silence qui suivit fut si dense qu'on pouvait presque le ressentir physiquement, une pression douloureuse dans les oreilles. Des secondes passèrent, qui parurent à des heures, où seul le crépitement du bois maintenait le fil de la réalité. Alors, le poêle à l'étage supérieur bougea à nouveau. Elle entendit le frottement de quelque chose de lourd se traînant, comme du vieux cuir contre le sol, suivi d'un long soupir qui se termina par un grognement bas, presque imperceptible, mais chargé d'une mélancolie qui la désarma. Les morts n'héritent pas des vivants, et les vivants comprennent rarement ce qu'ils héritent des morts. La voix résonna à nouveau, cette fois plus près de la trappe du plafond. Je t'avertis, étrangère, cet endroit n'est pas un foyer pour quelqu'un à l'esprit brisé. Le royaume des cimes a des oreilles, et la fin de la montagne ne fait pas de distinction entre le désespoir et la chair. On m'a déjà tout pris, répliqua la jeune femme, sa voix gagnant une fermeté née de l'absence d'alternative. J'ai dormi dans des charrettes et j'ai souffert de la faim pendant que des hommes en noir comptaient mes pièces. Si la montagne veut ma chair, elle devra se battre pour l'obtenir, car je n'ai pas l'intention de bouger d'ici. Je préfère affronter une ombre dans le grenier que de retourner dans un monde où je suis invisible. Un éclat de rire sec, comme le choc de pierre dans un torrent, descendit de l'obscurité. Ce n'était pas un rire de moquerie, mais de reconnaissance. Le son fut suivi d'un silence absolu qui dura le reste de la nuit. Elle ne dormit pas. Elle resta assise devant le feu, écoutant les bruits nocturnes qui prenaient désormais une nouvelle signification. Elle entendit le hurlement des loups au loin, mais celui-ci était différent. Ce n'était pas un appel à la chasse, mais une plainte coordonnée qui semblait répondre à la présence habitant au-dessus d'elle. À l'aube, la lumière pâle du soleil de montagne filtra par les fenêtres, révélant une scène qui la laissa sans souffle. Pendant les heures d'obscurité, quelqu'un avait travaillé. Elle avait entendu, à travers son demi-sommeil, la cadence de coups rythmiques contre la pierre et le métal. En sortant sur le porche, elle découvrit que la marche qui était sur le point de se rompre avait été renforcée par une nouvelle poutre en chêne. Un seau d'eau cristalline reposait près de la porte, et le tintement du goutte à goutte rythmique était la seule preuve que quelqu'un était là quelques secondes auparavant. Cependant, en regardant vers la boue qui entourait la cabane, le cœur de la veuve fit un bond. Il n'y avait aucune trace de bottes humaines. À la place, profondément marquée dans la terre humide, s'étendaient les empreintes d'un animal aux proportions monstrueuses. C'étaient de longues griffes qui s'enfonçaient dans la fange, entourées par la trace d'un pelage épais qui avait balayé la surface. La mélodie de la forêt semblait s'être éteinte d'un coup. Pas un oiseau ne chantait, pas une branche ne bougeait. Seul le silence sépulcral du sommet régnait, interrompu uniquement par les battements de son propre pouls qui résonnaient désormais d'une vérité terrifiante. Son colocataire n'était pas un homme qui se cachait par honte, mais un souverain qui réclamait son territoire depuis les ombres. Malgré la peur instinctive qui lui serrait la gorge, la jeune femme ne recula pas. Elle s'agenouilla près des empreintes et passa ses doigts sur le contour de l'une d'elles. La terre était encore tiède. Le bruit d'un craquement dans la forêt proche lui fit lever les yeux. À travers le brouillard dense qui montait de la vallée, elle crut voir deux orbes dorés l'observer depuis les fourrés, mais avant qu'elle ne puisse scier, la vision s'évanouit, ne laissant que le sifflement du vent parmi les aiguilles des pins. Elle entra de nouveau dans la cabane, mais cette fois,
Elle ne verrouilla pas la porte. Le clic du verrou restant libre fut sa première offrande de paix. Elle savait qu'elle était observée, que chacun de ses soupirs et le frottement de ses jupes contre le sol étaient analysés par l'habitant du grenier. Décidée à établir un lien, elle commença à préparer le repas, laissant le coup rythmique du couteau contre la planche de bois annoncer son intention. Elle allait cuisiner non seulement pour elle, mais pour le fantôme qui maintenait cet endroit debout. Car dans le royaume des cimes, elle avait appris très vite que le langage de l'attention était le seul capable de calmer une bête que le monde avait décidé d'oublier. Alors que l'arôme du ragoût commençait à emplir l'air, Béatrice se rendit compte que le silence de la cabane n'était plus menaçant. C'était désormais une conversation qui commençait à peine à murmurer ses premiers mots. Le bouillonnement rythmique du ragoût dans la marmite en fer devint le seul métronome d'une existence qui commençait à se mesurer par son et silence. La jeune veuve remuait le bouillon avec une cuillère en bois, écoutant le doux frottement de l'ustensile contre le métal. Un son domestique qui contrastait violemment avec les craquements menaçants de la structure de la cabane sous la pression de l'hiver qui s'abattait sur les montagnes. À l'extérieur, le vent ne soufflait pas seulement. Il hurlait avec une cadence presque humaine, frappant les parois de tronc avec une force qui faisait vibrer les vitres des fenêtres. Elle, pourtant, ne craignait plus le fracas de la nature. Son ouïe était devenue sélective, ignorant le chaos extérieur pour se concentrer sur la lourdeur de l'air à l'intérieur de la maison, une atmosphère chargée d'une électricité invisible émanant du plafond. Lorsque le soleil commença à s'enfoncer derrière les pics dentelés du royaume des cimes, le silence dans le grenier changea de texture. Ce n'était plus le silence de quelqu'un qui dort, mais un silence expectant, dense, comme celui qui précède un orage électrique. La jeune femme servit une portion généreuse dans une assiette en terre cuite. Le son de la louche frappant le bord du récipient résonna dans la pièce, comme une cloche d'appel. D'un mouvement calme, elle marcha vers la porte arrière. Le clic du verrou à l'ouverture fut suivi par le sifflement de la neige fine, s'engouffrant par l'entrebâillement. Elle déposa l'assiette fumante sur la petite étagère en bois qu'elle avait elle-même nettoyée et ferma la porte, assurant le verrou avec un fracas métallique qui sembla sceller un pacte silencieux. À peine quelques secondes plus tard, elle l'entendit. Ce n'était pas le pas d'un homme, mais un impact sourd et puissant contre le bois du porche, suivi par le son d'une respiration profonde, un souffle déplaçant une quantité d'air qu'aucun poumon humain ne pourrait contenir. C'était un son humide, vibrant, qui traversait le bois de la porte et atteignait les os de la femme, laquelle restait debout de l'autre côté, le dos collé au mur. Elle entendit le tintement de la boue contre le sol quand l'assiette fut soulevée. Puis, le silence absolu de nouveau, interrompu seulement par les battements déchaînés de son propre cœur, qui frappait à ses oreilles avec la force d'un tambour de guerre. Cette nuit-là, alors qu'elle s'enveloppait dans une couverture devant les braises de la cheminée, la voix revint. Elle ne vint pas de l'extérieur, mais sembla s'infiltrer par les fissures du plafond, une vibration de baryton qui faisait paraître l'air lui-même tremblant. « Tu cuisines comme quelqu'un qui a peur de se retrouver sans rien », dit le souverain depuis les ombres du grenier. Il y a une urgence dans la saveur, un désespoir qui se ressent dans l'arôme du poivre et du sel. De quoi as-tu le plus peur, étrangère ? De la faim de ton corps ou du vide que tu as laissé derrière toi ? La veuve ferma les yeux, se concentrant sur le ton de cette voix. Il n'y avait pas de méchanceté en elle, mais une fatigue ancestrale, une lassitude qui sonnait comme le frottement de 2 pierres millénaires. « Je redoute le silence qui n'a pas de réponse », répondit-elle, laissant sa voix monter vers l'obscurité. À la ville, le bruit des carrosses et les cris des marchands cachaient la vérité. Ici, le silence est si profond que je peux entendre mes propres pensées, et toutes ne sont pas agréables. Mon époux ne m'a pas seulement laissé des dettes. Il m'a laissé le son de ses mensonges résonnant dans ma tête chaque fois que je ferme les yeux. Il m'a dit que je n'étais rien sans son nom. Et maintenant, me voilà, sur une montagne qui ne connaît pas son nom, essayant de me rappeler comment sonne le mien sans une excuse qui y soit collée. Un craquement pesant parcourut les poutres, comme si l'habitant du dessus changeait de position, accommodant un corps aux dimensions impossibles. « Les noms sont des prisons », murmura l'habitant des ombres, et sa voix baissa de volume, devenant un murmure rappelant le sifflement des feuilles sèches sous la pluie. « J'ai eu un nom qui faisait taire les armées par respect.
Maintenant, mon nom n'est qu'un écho dans un royaume qui a oublié la couleur de mon étendard. Tu m'appelles monstre dans tes pensées. Je l'entends à la façon dont ton pouls s'accélère quand je m'approche de la porte. Ne le nie pas. La peur a une fréquence très spécifique, comme le battement d'ailes d'un oiseau piégé dans une cheminée. « Je ne t'appelle pas monstre », répliqua-t-elle, et cette fois sa voix fut un fil de soie ferme. Les monstres que j'ai connus portèrent des costumes de soie et signaient des papiers pour enlever le pain de la bouche des veuves. Toi, tu coupes du bois. Tu répares mon toit pendant que je dors. J'ai entendu le coup de ta hache à l'aube, rythmique et précis. Ce n'est pas la trace d'un monstre. C'est le son de quelqu'un qui prend soin de ce que les autres ont méprisé. Il y eut une pause si longue que la jeune femme pensa que la conversation était terminée. Le seul son était le sifflement du vent s'engouffrant par la cheminée et le craquement occasionnel d'une bûche se fendant sous la chaleur. Mais alors, une note nouvelle et déchirante surgit du grenier. Ce fut un gémissement bas, un mélange de douleur physique et d'agonie spirituelle qui fit se lever la femme involontairement. C'était le craquement d'os bougeant contre d'autres os, un claquement sec et répétitif, rappelant la rupture de branches sous le poids d'une avalanche. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, s'approchant de l'échelle menant à la trappe, laquelle restait toujours fermée. « Es-tu blessé ?»« Éloigne-toi » rugit le souverain, et la puissance de sa voix fit tomber la poussière du plafond, comme une neige grise. « Ne t'approche pas de l'obscurité quand le soleil s'est complètement couché. Écoute bien l'agonie de ma malédiction, femme de la ville. Il y a 50 ans, une voix chargée de venin a dicté mon destin. Pendant la journée, je suis air et ombre, une présence qui ne peut ni toucher ni être touchée, piégée dans les interstices de la réalité. Mais quand la dernière lueur s'éteint, la matière me revient avec la violence d'une marée se brisant contre les rochers. Ma peau s'étire, mes os se brisent pour se reformer dans cette forme que le monde redoute. Chaque nuit est une nouvelle naissance dans l'agonie. La jeune femme s'arrêta, la main suspendue dans l'air, à quelques centimètres du bois de l'échelle. Ses oreilles saisirent le son de griffes grattant le sol avec désespoir, le halètement erratique de quelqu'un qui lutte pour garder la raison pendant que son propre corps le trahit. L'atmosphère devint dense, chargée d'une odeur d'ozone et de pelage humide, mais ce fut la note de souffrance qui lui fit le plus mal. Elle connaissait la douleur d'être modelée par des forces extérieures. Elle-même avait été fragmentée par les attentes et la cruauté d'une société qui la voulait soumise. La douleur n'a pas à être solitaire, dit-elle, et sa voix fut un baume au milieu du vacarme de la transformation de l'homme là-haut. Si le son de mes paroles peut te distraire de ce tourment, je parlerai jusqu'à ce que l'aube te rende ton calme. Parle-moi de ton royaume. Dis-moi comment sonnait le royaume des cimes avant que la magie ne devienne amère. Il y eut un silence tendu, rompu seulement par le son d'une respiration lourde qui, peu à peu, retrouvait son rythme. L'habitant du grenier sembla lutter contre sa propre nature pour répondre. Cela sonnait comme le métal et la fierté, commença-t-il, et sa voix avait maintenant une teinte plus âpre, plus sauvage, mais chargée d'une nostalgie qui humidifiait l'air. Le marché de la capitale était une symphonie de marteaux sur les enclumes et de rires qui ricochaient sur les murs de marbre. Mon peuple ne connaissait pas la peur de la forêt. Les loups étaient nos frères, et leur hurlement était une berceuse, non un avertissement de mort. Je marchais sur les sentiers, et le son de mes pas était suivi par celui de milliers d'hommes loyaux. Maintenant, je n'entends plus que la plainte d'ombre et de cendres, les seuls qui ne m'ont pas abandonné quand ma forme a changé, et que ma couronne est tombée dans la poussière. Pendant qu'il parlait, la veuve s'assit sur la première marche de l'échelle interdite. Elle écoutait chaque inflexion, chaque pause, où le souverain semblait chercher les mots justes dans une langue qu'il avait presque oubliée. La routine des semaines suivantes se consolida sur cette base de sons partagés. Elle apprit à distinguer les différents types de silence de son compagnon. Le silence réflexif de l'après-midi, le silence tendu de la transformation au crépuscule, et le silence protecteur qui s'installait quand elle finissait par s'endormir. Cependant, la paix de la montagne
était sur le point d'être perturbée par un fracas qu'elle reconnut avec une terreur qui lui glaça le sang. Une après-midi, alors qu'elle récoltait les dernières baies résistantes au froid près de la lisière de la forêt, le vent lui apporta un écho discordant. Ce n'était ni le craquement d'une branche, ni le cri d'un faucon. C'était le son métallique d'éperons et le hennissement de chevaux fatigués. C'étaient des voix d'hommes, des voix chargées de cette arrogance qu'elle avait appris à haïr à la ville. Les collecteurs de dettes, les mercenaires que son défunt époux avait laissés derrière lui, n'avaient pas abandonné. Le son de leur progression était comme celui d'une plaie s'approchant d'un jardin. La jeune femme courut vers la cabane, le cœur tambourinant contre son sternum. En entrant, le silence du grenier était absolu, mais elle savait qu'il l'écoutait. « Ils sont là », murmura-t-elle, la voix brisée par l'effort et la peur. Ils ont trouvé la piste. Le galop de leurs chevaux est à moins d'une lieue. Ils apportent le métal et ils apportent le feu. D'en haut, il n'y eut pas de paroles immédiates. À la place, un rugissement profond et guttural, un rugissement contenu qui fit vibrer les fondations de la maison, emplit l'espace. C'était un son de guerre, un écho du passé du roi Lycan qui réclamait son présent. À ce moment, la veuve comprit que la sécurité qu'elle avait trouvée n'était pas seulement un refuge contre l'hiver, mais l'épicentre d'une tempête sur le point d'éclater. Le langage de l'attention était sur le point de devenir le langage du sang, et le silence de la montagne serait bientôt remplacé par le cri de ceux qui osaient défier un roi qui, bien qu'invisible, n'avait jamais cessé de régner sur ses ombres. Elle regarda vers la trappe, et pour la première fois, ne ressentit aucune curiosité à voir le visage de l'homme qui habitait là. Elle ressentit seulement le besoin de protéger cet espace sacré qu'ils avaient construit avec des mots et de la nourriture. Elle saisit une hache qui reposait près du bois, et le tintement du métal en étant empoigné fut sa propre déclaration de loyauté. Ce n'était pas seulement sa vie qui était en jeu, mais le premier endroit au monde où quelqu'un l'avait vraiment écouté. Le martèlement des sabots des chevaux s'intensifia, brisant l'harmonie de la forêt, et la jeune femme se prépara à défendre le silence de son roi avec le fracas de sa propre volonté. Le grondement des sabots sur la terre durcie par le givre devint un fracas rythmique qui dévorait la paix de la forêt. Chaque impact des fers contre la pierre sonnait comme une sentence, un écho métallique qui rebondissait sur les pentes et atteignait les oreilles de la jeune veuve avec la force d'une marée noire. Elle serra le manche en bois de la hache, sentant la rugosité du grain contre ses paumes moites, tandis que le son de sa propre respiration devenait un sifflement erratique et aigu au centre de sa poitrine. À l'extérieur, le monde s'était transformé en une cacophonie d'hostilité. Le hennissement violent des chevaux fatigués, le craquement des harnais en cuir et le tintement incessant des éperons annonçant l'arrivée d'hommes qui ne connaissaient que le langage de la force. « Moreno !» Le cri déchira l'air, une voix râpeuse comme du gravier broyé sous une botte. « Nous savons que tu es là-dedans. Il n'y a pas de montagne assez haute pour cacher ce qui nous appartient. Sors maintenant, et peut-être que le froid sera la seule chose qui te mordra cette nuit. » La femme ne répondit pas. Elle resta immobile, écoutant comment le son des voix se répartissait autour de la cabane. Ses oreilles, aiguisées par des semaines de solitude et d'attention absolue, saisirent le sifflement des épées que l'on dégaine, un frottement métallique qui lui glaça le sang plus que le vent du nord. En haut, dans le grenier, le silence du souverain avait changé. Ce n'était plus le calme pesant d'un homme caché, mais une pression acoustique qui faisait bourdonner ses oreilles. Elle entendit le grattement d'une griffe rayant lentement le bois, un sillon profond qui résonna dans toute la structure comme la plainte d'un arbre sur le point de tomber. C'était un avertissement. Une vibration basse qui naissait dans la gorge du monarque et qu'elle ressentait dans la plante de ses pieds, une mise en garde qu'elle seule pouvait déchiffrer. Les intrus n'attendirent pas. Le premier coup contre la porte principale fut un éclat sourd qui fit vibrer les assiettes dans la cuisine. Le bois massif, renforcé par les mains invisibles de l'habitant des ombres, résista à l'impact, mais l'écho des rires des hommes dehors lui indiqua que ce n'était rien de plus qu'un jeu pour eux. Ils étaient 3, peut-être 4. L'ouïe de la jeune femme comptait les pas lourds qui entourèrent le porche, le craquement des planches, sous un poids qui cherchait une faiblesse dans sa forteresse.
Tu entends ça, reine des cendres » cria de nouveau l'homme à la voix de gravier. « Ta folle de tante n'est pas la seule à être morte sur ces cimes. On dit que ces bois sont maudits, que quelque chose vit dans les poutres. Est-ce pour ça que tu ne sors pas? Le fantôme de la montagne t'a-t-il déjà mangé la langue ?» À l'intérieur de la cabane, la jeune femme ferma les yeux et se concentra sur le son venant d'en haut. Le souverain luttait. Elle pouvait entendre le claquement de ses dents, un son sec et frénétique, et le sifflement de son souffle, alors qu'il tentait de contenir la bête que la lune et la malédiction poussèrent vers l'extérieur. La douleur du monarque était audible, une symphonie de ligaments s'étirant et d'os se réajustant qu'elle connaissait déjà, mais qui avait cette fois un ton d'urgence désespéré. Il voulait descendre. Il voulait briser le silence de ces hommes, avec un rugissement qui éteindrait leur vie. Mais la peur d'être vue par elle, qu'elle entende le vrai visage de sa monstruosité, le maintenait ancré aux ombres du plafond. « Ne descends pas », murmura-t-elle, et sa voix fut un fil de soie qui coupa la tension de l'air. « Ne laisse pas leurs cris t'obliger à devenir ce qu'ils disent que tu es. Je suis ta voix maintenant. » La réponse du souverain fut un grognement si profond qu'il fit onduler l'eau dans le seau de la cuisine. C'était un son de protestation, d'une protection viscérale qui ne comprenait pas la patience. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un nouveau fracas secoua la cabane. Les hommes avaient trouvé un tronc et s'en servaient comme d'un bélier. Le boum, rythmique contre la porte, était le battement d'une mort imminente. À chaque coup, le craquement du bois devenait plus aigu, plus proche de la rupture définitive. La veuve se déplaça vers la fenêtre, écoutant le sifflement d'une flèche qui passa près de sa tête et se planta dans le mur intérieur avec un touac sec. Les mercenaires ne voulaient pas seulement recouvrer la dette, ils voulaient la propriété, ils voulaient le silence de la seule personne qui savait que ce refuge respirait encore. La peur, qui n'était auparavant qu'une ombre, était maintenant un goût métallique sur sa langue, une vibration dans ses mains qui l'obligeait à serrer la hache avec une force qui lui engourdissait les doigts. Au milieu du chaos sonore, un nouvel élément se joignit à l'orchestre de la violence. Ce fut un hurlement, mais il ne venait pas des loups qu'elle connaissait. Ce fut un son qui naquit dans la forêt et sembla envelopper la cabane dans une étreinte de mort. C'était ombre et cendre. Le claquement de leurs mâchoires se refermant dans l'air et le grognement d'avertissement qu'ils émettaient était différent de tout ce qu'elle avait entendu. C'était le son de l'instinct pur défendant son alpha. À l'extérieur, le ton des voix des hommes changea. L'arrogance fut remplacée par un sifflement de surprise et le son de coups de mousquet qui déchirèrent à la nuit avec une déflagration aveuglante et une odeur de poudre s'infiltrant par les fentes. « Des loups !» cria l'un des mercenaires, et le son de sa voix monta d'une octave, teinté d'une panique que la jeune femme savoura avec amertume. « Ils sont énormes ! Du feu ! Apportez du feu !» Le foch d'une torche en étant allumé, ce foch, violant du feu consumant l'huile, fut le tournant qui changea tout. Le souverain, en entendant le sifflement des flammes près des murs protégeant la femme, émit un son qu'elle n'oublierait jamais. Ce ne fut ni un rugissement d'animal, ni un cri d'homme. Ce fut le fracas d'un roi qui voit son monde brûler. L'impact de son corps contre le sol du grenier fut si fort que certaines planches volèrent en éclats, et le son de la trappe arrachée de ses charnières résonna comme un coup de feu dans la pièce. La jeune femme se tourna, la hache levée, mais ses oreilles ne saisirent que le mouvement d'une masse immense, se déplaçant avec une agilité surnaturelle, dans l'obscurité totale. Elle entendit le frottement du pelage contre les murs, le son de griffes s'enfonçant dans le bois pour s'impulser et, enfin, le fracas de la porte principale volant en éclats, non sous le bélier des hommes, mais sous la force de la présence sortant à la rencontre du feu. À l'extérieur, la symphonie de la bataille commença. Ce n'était pas une lutte égale. Elle entendait le craquement des os se brisant avec la facilité de branches sèches, le cri tronqué d'hommes qui n'eurent pas le temps de demander clémence, et le sifflement de la neige s'évaporant sous la chaleur du sang chaud qui tombait sur elle. Le monarque ne parlait pas, n'émettait aucun son d'effort. On n'entendait que le son rythmique et lourd de sa respiration et l'impact sourd des corps lancés contre les troncs des pins. Pourtant, au milieu du carnage, la veuve entendit quelque chose qui lui fit lâcher la hache. Ce fut la voix du chef des mercenaires, l'homme à la voix de gravier,
riant alors que le feu de sa torche s'approchait de la paille sèche du potager qu'elle avait tant soigné. « Si ce n'est pas à moi, ce ne sera à personne. » Le cri de l'homme se termina par un gargouillement étouffé. Mais le rugissement du feu se propageant était déjà un fait accompli. Le crépitement des flammes dévorant le bois sec du porche devint le nouveau protagoniste de la nuit. La jeune femme courut vers la sortie, mais s'arrêta au seuil. Ses yeux ne pouvaient voir clairement à travers la fumée et la neige, mais ses oreilles saisirent une présence massive juste devant elle. La chaleur émanant de ce corps était comme celle d'un four allumé. Elle entendit le goutte-à-goutte constant d'un liquide épais tombant au sol et le son d'un cœur géant battant avec une force qui faisait vibrer l'air autour de lui. C'était lui. Il était à quelques centimètres d'elle, couvert par la nuit et par la violence de ce qu'il venait de faire. « Pars !» La voix du souverain était maintenant un grognement râpeux, chargé d'une honte qui faisait plus mal que les flammes. « Le feu a gagné. Fuis avant que la fumée ne te réclame. Ne me regarde pas. Ne laisse pas le son de ma forme être la dernière chose que tu gardes de moi. » Elle ne bougea pas. Le son des flammes dévorant son foyer était une tragédie, mais la note de solitude dans la voix du monarque était une plaie ouverte. Elle tendit la main vers l'obscurité, guidée seulement par le son de cette respiration lourde et blessée. « Le feu ne brûle que ce qui est temporaire, » dit-elle, et sa voix sonna claire et mélodieuse par-dessus le rugissement de l'incendie. Mais le lien que nous avons construit dans le silence est de pierre et de montagne. Je ne vais pas fuir l'homme qui m'a rendu la vie, peu importe comment sonne sa respiration ou combien ses pas sont lourds. Le recul du monarque, le frottement de ses griffes contre le sol alors qu'il tentait de s'éloigner de son contact, fut le coup le plus dur pour la jeune femme. Il se sentait un monstre, et le fracas de la destruction autour de lui semblait confirmer sa croyance. Mais à ce moment, un nouveau son émergea de la forêt. Ce n'était non plus des hommes, ni plus de loups. C'était un chant bas, un murmure qui semblait venir de la terre elle-même, une fréquence qu'elle reconnut des histoires de sa tante. C'était le son de la magie ancienne s'éveillant, répondant au sacrifice et à la loyauté qui s'étaient manifestés au milieu du sang et du feu. L'air commença à bourdonner d'une énergie nouvelle, et la veuve sentit que la réalité même commençait à trembler sous ses pieds, promettant que la fin de la cabane n'était que le commencement retentissant de quelque chose de bien plus grand. Le rugissement des flammes dévorant le bois sec du porche devint un mur de son qui isolait la femme et le monarque du reste du monde. Ce n'était pas un incendie ordinaire. Le feu siffle avec une tonalité bleutée, émettant des claquements métalliques rappelant le choc des épées sur un champ de bataille. La jeune veuve sentait la chaleur lécher sa peau, mais ses oreilles étaient fixées sur la respiration de l'être qu'elle avait devant elle. C'était un son humide, pesant, une aspiration d'air qui semblait mouvoir les ombres mêmes qui l'entouraient. Elle entendit comment le souverain reculait, ses griffes grattant la pierre avec un crissement qui lui parcourut la colonne vertébrale, une note de pure agonie qui ne provenait pas de blessures physiques, mais d'une peur ancestrale d'être découvert dans sa forme la plus brute. « N'écoute pas le fracas de mon corps. » La voix de l'habitant du grenier était maintenant une vibration si basse qu'elle faisait claquer les dents de la femme. « Pars, Béatrice. Le son des flammes est préférable à l'écho de ce que je suis devenue. N'entends-tu pas la bête qui griffe ma gorge? N'entends-tu pas comment ma propre humanité s'effondre à chaque battement de ce cœur monstrueux? Ce que j'entends, c'est un cœur qui bat par protection, non par faim, répondit la jeune femme, et le ton de sa voix, ferme et mélodique, coupa le chaos de l'incendie comme une cloche d'argent. J'entends le sifflement de la neige sous tes pieds et le battement d'un homme qui a oublié à quoi sonne la compassion envers lui-même. Ne me demande pas de fuir le seul son qui a eu du sens pour moi depuis des années. À cet instant, le toit de la cabane émit un craquement assourdissant, un crac prolongé qui annonça l'effondrement imminent des poutres principales. Le fracas des décombres tombant à l'intérieur de la maison souleva un nuage d'étincelles qui dansèrent dans l'air avec un bourdonnement électrique. Mais au lieu de fuir, la veuve fit un pas en avant, vers la fumée dense où la silhouette massive du roi se dessinait. Ses oreilles captèrent un nouveau son, un murmure qui ne venait ni du feu ni de la forêt. C'était un chant choral, des milliers de voix murmurant dans une langue oubliée, surgissant des parois mêmes qui se consumaient.
C'était la magie de la malédiction, réagissant à la présence de la femme et à la violence du monarque. L'air commença à vibrer, avec une fréquence qui faisait mal aux oreilles. C'était le son de la sorcière qui, 50 ans plus tôt, avait tissé le sortilège. Le rire de la vieille semblait ricocher sur la cime des pins, un sifflement aigu qui se moquait du désespoir du souverain. « Aimer sans être vu », répétait l'écho du vent, une phrase qui sonnait comme le frottement d'un vieux parchemin que l'on déchire. La pression atmosphérique augmenta, tant que la jeune femme sentit que le son de son propre pouls devenait un martèlement insupportable dans sa tête. « Assez !» rugit le monarque, et son rugissement fut si puissant que les flammes semblèrent te ployer pendant une seconde. Ne laisse pas leur murmure t'atteindre. Elle se nourrit de l'écho de nos doutes. Le souverain bougea avec une rapidité que Louis pouvait à peine suivre. Elle entendit l'impact de son corps contre la neige alors qu'il l'entourait, essayant d'utiliser son immense masse pour la protéger de la chaleur et de l'effondrement de la structure. Le frottement du pelage contre la robe de la veuve fut le premier contact physique réel. Un son doux, presque imperceptible, de fibres s'entrechoquant. Ce fut un moment de rupture. Le monde extérieur, avec ses dettes, ses mercenaires et son feu, disparut devant l'immensité de cette présence. Elle put entendre, dans la proximité absolue, le sifflement de la respiration du lichen, une mélodie âpre qui cachait une vulnérabilité que personne d'autre n'avait entendue. Cependant, le danger n'était pas terminé. L'incendie avait réveillé quelque chose d'autre dans les profondeurs de la montagne. Un grondement sourd, comme celui d'une avalanche lointaine, commença à monter depuis la vallée. C'était le son de la terre réclamant son équilibre. La jeune femme sentit que le sol sous ses pieds tremblait, un rumble constant qui faisait sauter les pierres du potager. La malédiction n'affectait pas seulement l'homme, elle était liée à la terre même, et la violence de cette nuit avait brisé le sceau de silence qui maintenait les anciens esprits en léthargie. « Écoute », murmura le souverain, et pour la première fois, sa voix n'était pas un commandement, mais de la crainte. La montagne s'éveille. Le son de sa faim est plus vieux que mon royaume. Tu dois partir vers l'est, là où le son de la rivière est plus fort. L'eau est la seule chose que le sortilège ne peut franchir. Je ne vais pas te laisser ici pour que la montagne t'engloutisse, répliqua la femme, sa voix chargée d'une détermination qui résonna dans l'air froid. J'ai passé toute ma vie à fuir des bruits que je ne pouvais contrôler. Je ne vais pas fuir maintenant que j'ai trouvé la seule mélodie que je veux suivre. Tu entends ça ? C'est le son de ma décision. Ce n'est pas un murmure, c'est un cri. Le monarque resta immobile. Le son du feu dévorant le reste de la cabane devint un bruit de fond, un parasite constant. Il pouvait entendre la vérité dans les paroles de la veuve, mais il entendait aussi l'agonie de sa propre transformation qui commençait à s'inverser avec l'arrivée des premières lueurs de l'aube. Le son de ses os se brisant de nouveau, ce claquement sec et douloureux, commença à résonner encore une fois. C'était un rythme macabre qui annonçait qu'il redeviendrait bientôt cette ombre incorporelle, ce fantôme qui ne pouvait ni toucher, ni être touché. « Le temps presse », grogna l'homme, et le son de sa voix était un mélange d'humain et de bête, une discordance qui blessait l'oreille. « L'aube apporte avec elle le silence de mon existence. Si tu restes, tu n'embrasseras que l'air. Tu n'entendras que le vent là où ma voix se trouvait. Je ne supporterai pas que tu entendes ma disparition. Alors je deviendrai ton oreille quand tu ne pourras plus entendre, dit-elle, s'approchant encore jusqu'à ce que la chaleur de la bête soit la seule chose qu'elle ressente. Je resterai ici, parmi les cendres de cette maison, et je parlerai aux ombres jusqu'à ce que la nuit revienne. J'écouterai chaque craquement du bois et chaque soupir du vent, cherchant l'écho de ta présence. Car je sais maintenant que l'amour n'est pas quelque chose que l'on voit, c'est quelque chose que l'on entend dans le silence le plus profond. À cet instant de confession, une note nouvelle et étrange surgit du centre des flammes bleues. Ce fut un ton pur, une note soutenue qui semblait venir d'un violon céleste. Le feu commença à tourbillonner, créant un tourbillon de sons qui aspirait l'air de la montagne. La jeune femme vit, à travers le voile de fumée, comment le monarque se tendait. La plainte de la malédiction changeait de fréquence. Ce n'était plus un sifflement de moquerie, mais une plainte de défaite.
La loyauté inconditionnelle de la femme, déclarée devant le fracas de la destruction, créait une interférence dans le tissu du sortilège. Mais avant que le miracle ne puisse s'accomplir, le fracas d'un coup de feu solitaire déchira la nuit. Ce fut un écho sec, un bang, qui ricocha sur les parois de roche et qui fut suivi par le son de quelque chose de lourd tombant sur la neige. Ce ne fut pas le monarque. Ce fut l'un des mercenaires qui, caché parmi les pins et blessé à mort, avait utilisé ses dernières forces pour tirer avec son arme. Le sifflement du projectile fendant l'air fut un sifflement mortel qui se termina par un impact sourd. La jeune femme ressentit une douleur aiguë, mais pas dans son corps. Elle entendit le cri du souverain, un son de pure fureur et de désespoir qui éteignit tous les autres bruits de la forêt. Le monarque se lança vers les fourrés, et elle entendit le fracas des arbres arrachés par les racines alors qu'il cherchait le dernier agresseur. Le silence qui suivit fut absolu, un vide acoustique qui la fit tomber à genoux parmi les cendres chaudes. Assise là, entourée par le son du feu qui mourait et le goutte à goutte de la neige fondant, la veuve commença à entendre quelque chose qui lui glaça le cœur. C'était un murmure venant des restes de la cabane. Une voix qui n'était ni celle du roi, ni celle de la sorcière. C'était la voix de sa tante, gravée dans la mémoire des pierres, révélant un secret que le silence avait gardé pendant des décennies. L'impact de cette révélation fut comme le bris d'un cristal. Son héritage n'était pas une coïncidence, et sa présence sur cette montagne n'était pas seulement pour trouver refuge. Elle était la pièce manquante d'une symphonie de rédemption qui avait commencé bien avant sa naissance. La mélodie de son propre destin commença à sonner avec une clarté terrifiante, alors que la première lueur du soleil commençait à teinter le ciel de gris, menaçant de faire taire la voix de l'homme qu'elle avait appris à aimer parmi les ombres. Le silence qui suivit le fracas du coup de feu était plus lourd que la fumée qui s'élevait encore des restes carbonisés de la cabane. Ce n'était pas un silence de paix, mais une absence de son si absolue qu'elle blessait les oreilles, comme si la montagne elle-même avait retenu son souffle devant la tragédie. La jeune veuve restait à genoux sur la neige tachée de suie, écoutant le goutte à goutte rythmique de l'eau fondant sur les avant-toits qui tenaient encore debout. Chaque goutte en tombant sonnait comme le tic-tac d'une horloge invisible, marquant la fin de son bref refuge. Le sifflement des braises agonisantes était le seul témoin du sacrifice consommé dans l'obscurité, un murmure constant qui semblait se moquer de ses espoirs. Ses oreilles captèrent le frottement doux de la neige, étant comprimé par quelque chose qui n'avait pas de poids. C'était un son subtil, un chut rythmique qui s'approchait d'elle, mais quand elle tourna la tête, elle ne trouva rien d'autre que la brume grisâtre de l'aube. La présence du monarque était là. Elle le savait par la façon dont l'air vibrait autour d'elle, une fréquence basse qui faisait se hérisser les poils de sa nuque. Mais le rythme de sa respiration, autrefois si puissant et viscéral, s'était transformé en un sifflement ténu, presque imperceptible, comme le vent s'infiltrant à travers une fissure dans la roche. « Es-tu là » murmura la femme, et sa voix, brisée par la fatigue et la fumée, résonna dans la vallée avec une clarté douloureuse. Il n'y eut pas de réponse immédiate, seulement l'écho de sa propre question lui revenant des falaises. Alors, une vibration commença à croître au centre de sa poitrine. Ce n'était pas une voix venant de l'air, mais une résonance qui semblait naître de ses propres os. « Je suis moins que la fumée que tu respires maintenant. » La voix du souverain était un murmure fragmenté, une série de notes discordantes, luttant pour former des mots. La lumière a réclamé ma matière. Ce que tu entends n'est que le résidu de ma douleur, l'écho d'une forme qui ne peut plus se soutenir. Pars, Béatrice. La voix des hommes qui viendront chercher leur mort sera plus forte que ma capacité à te protéger. La veuve secoua la tête, écoutant le craquement de son propre cou et le frottement de ses vêtements sales contre sa peau. Elle refusa d'accepter ce silence. Dans son esprit, le souvenir du rugissement du monarque pendant la bataille continuait de vibrer, une mélodie de pouvoir qui lui avait donné la force de résister. Maintenant, ce pouvoir s'évanouissait dans une symphonie de faiblesse qu'elle ne pouvait laisser s'éteindre. « J'entends ta peur, mais j'entends aussi ta fierté, » dit-elle, haussant la voix pour couvrir le sifflement du vent. « Je ne vais pas fuir un fantôme quand j'ai appris à aimer l'homme qui l'habite. »
Ta voix est le seul foyer qui me reste. » Elle se leva, et le rythme de ses pas sur la neige durcie fut un fracas dans la quiétude de la montagne. Elle marcha vers le centre des ruines, là où la chaleur des braises était encore intense. Là, parmi les poutres tombées, ses oreilles captèrent un tintement métallique. Ce fut un clink sec, le son de quelque chose frappant une pierre plate. Elle s'accroupit, écartant les cendres avec ses mains, ignorant la brûlure dans ses paumes. Ses doigts effleurèrent un objet froid et lourd. C'était une clé en fer, mais pas n'importe laquelle. En la touchant, elle émit un ton pur, une note soutenue qui sembla nettoyer l'air des parasites de la malédiction. À ce moment, la montagne décida de parler. Ce ne fut pas un tremblement de terre, mais un son profond et guttural qui monta des racines de la terre, un rugissement de pierre et de glace qui fit s'agiter les arbres voisins sans qu'il y ait de vent. C'était la réponse du royaume des cimes au lien qui s'était scellé dans le sang. La jeune femme entendit, entremêlé au rugissement de la terre, le son d'un récit antique. C'étaient les voix de 1000 ans de roi Lycan, une polyphonie de hurlements et de décrets qui lui révélèrent la vérité sur sa propre lignée. Sa tante n'avait pas été une folle ermite, elle avait été la gardienne du silence, la seule humaine capable d'écouter la fréquence du monarque sans perdre la raison. La vibration de la clé dans ses mains était le secret pour ouvrir la prison d'air et d'ombre dans laquelle le souverain était enfermé depuis un demi-siècle. Mais le prix était un échange acoustique. Pour qu'il retrouve sa forme physique sous la lumière du soleil, elle devait être prête à renoncer à tous les autres sons du monde extérieur. Elle devait accepter de vivre sur la fréquence de la montagne, où seule la voix de son bien-aimé et la palpitation de la terre auraient un sens. La veuve ferma les yeux, se concentrant sur les battements de son propre cœur. Boum, 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 boum. C'était un son petit, fragile, comparé à l'immensité de la nature l'entourant. Mais il était constant. Elle se rendit compte que le silence qui l'avait tant effrayée en arrivant à la cabane était en réalité une toile vierge sur laquelle elle pouvait écrire une nouvelle histoire. Le son de la ville, avec ses mensonges et ses dettes, lui parut désormais un bruit blanc sans intérêt, une interférence ne servant qu'à cacher ce qui était réel. « Je t'écoute, Nicolas, » dit-elle, utilisant son nom pour la première fois. Le son des syllabes sortant de sa bouche fut comme une caresse dans l'air. « J'entends le poids de ta couronne et le froid de ta solitude, et je choisis ton silence, plutôt que n'importe quelle autre chanson. » Une explosion de statique secoua l'atmosphère. Ce fut comme si la foudre était tombée sans nuage, un son sec et électrique qui fit que l'air sentit l'ozone. La jeune femme sentit que la fréquence de la clé s'intensifiait, devenant un bourdonnement vibrant dans ses dents. Devant elle, la brume commença à prendre forme. Ce n'était pas la forme massive et poilue du loup, mais la silhouette d'un homme. Elle entendit le frottement de ses vêtements se matérialisant, le frottement du cuir et du métal, et enfin, la cadence de pieds humains touchant la terre. Mais la transformation était incomplète. La note de la malédiction, ce sifflement de la sorcière, revint avec une force renouvelée. C'était un cri aigu tentant de noyer la résolution de la femme. Les oreilles de celle-ci commencèrent à saigner, mais elle ne se les boucha pas. Elle resta ferme, écoutant la douleur du monarque, pendant qu'il luttait pour s'ancrer dans la réalité. Les craquements de ses os se réajustant étaient maintenant différents. Ce n'étaient pas des sons de rupture, mais de construction, comme le martèlement d'un forgeron façonnant une nouvelle épée. « Béatrice !» Le cri de l'homme était maintenant humain, chargé d'une émotion que le souverain n'avait pas ressentie depuis des décennies. Le son de sa voix était riche, velouté, plein des nuances de la vie qui lui avaient été volées. « Ne fais pas ça. Le prix est trop élevé. Le monde restera muet pour toi. » Le monde était déjà muet, répondit-elle, et le son de ses paroles fut le dernier qu'elle entendit de l'extérieur. Toi seul m'as rendu le sens de l'ouïe. À cet instant, un tournant inattendu secoua la scène. Le son des chevaux revint, mais ce n'étaient pas les mercenaires. C'était un fracas plus grand, un galop coordonné de centaines de cavaliers s'approchant de la vallée. Le son des corps de guerre résonna dans les montagnes, une mélodie que le souverain reconnut immédiatement. C'était son armée,
Ces hommes, qui avaient vécu dans l'ombre en attendant son retour, avaient entendu le rugissement de la montagne et venaient réclamer leur roi. Mais le son de la victoire était teinté d'une note discordante. Parmi le fracas des soldats, la jeune femme saisit un sifflement que personne d'autre ne semblait remarquer. C'était la vibration de la trahison, un murmure métallique venant de l'intérieur même de la garde du souverain. Quelqu'un dans cette armée ne venait pas sauver le roi, mais s'assurer que le silence de la montagne soit éternel. Le clic d'une arbalète est entendu, un clic sec et précis, se détacha de la cacophonie du galop. La veuve, dont l'audition était désormais liée à une réalité différente, localisa le son avec une précision inhumaine. Elle bougea avant que le monarque ne puisse réagir, avant que le premier soldat n'atteigne les ruines. Le sifflement de la flèche fendant l'air fut un sifflement mortel qu'elle intercepta avec son propre corps, non par accident, mais en suivant la mélodie du sacrifice que la montagne lui dictait. L'impact fut un coup sourd contre sa poitrine, mais le son qui suivit ne fut pas celui de la douleur, mais d'une rupture définitive. La flèche n'était pas en acier, mais en un cristal antique qui, en se brisant contre sa peau, émit une note si haute et si pure que le sortilège de la sorcière vola en éclats. L'explosion de la malédiction disparaissant fut un fracas de verre brisé s'étendant à tout le royaume des cimes, rendant la voix aux muets et la forme aux fantômes. Mais le prix fut payé à cet instant précis. Alors que le monarque retrouvait sa pleine gloire physique sous le soleil du matin, le silence absolu tomba sur la femme. Elle vit comment il courait vers elle, vit ses lèvres bouger en criant son nom, vit le fracas des soldats s'agenouillant devant leur souverain restauré, mais elle n'entendit rien. Le monde était devenu un film muet, une danse d'ombres et de lumière, où le seul son qui lui restait était l'écho de la voix de Nicolas gravée pour toujours dans son âme. Le souverain la tint dans ses bras, et bien qu'elle ne pût entendre ses pleurs, elle sentait la vibration de sa poitrine contre la sienne, une chanson de gratitude et de douleur, n'ayant pas besoin d'oreilles pour être comprise. La véritable bataille pour le royaume commençait à peine, et le fracas de la guerre approchait. Mais au centre de ce silence sacré, la veuve et son roi avaient trouvé une harmonie que rien dans ce monde ne pourrait plus désaccorder. Le silence qui habitait désormais l'intérieur de la jeune femme n'était pas un vide obscur, mais une paix dense et vibrante qui semblait palpiter à l'unisson avec le cœur du royaume des cimes. Alors que le monarque la serrait contre sa poitrine, elle pouvait sentir la puissante vibration de sa voix. Un rugissement qui, bien que n'atteignant pas ses oreilles, secouait ses os avec une intensité souveraine. Les lèvres de l'homme bougeaient avec une urgence désespérée, prononçant son nom encore et encore, créant des ondes de choc qu'elle percevait comme des caresses électriques sur sa peau. Autour d'eux, le monde s'était transformé en une chorégraphie muette de violence et d'émerveillement. Elle voyait le fracas des armures des soldats en s'agenouillant, l'ondoiement des étendards fendant l'air glacial et le chaos des mercenaires survivants fuyant vers les fourrés, mais pour elle, tout se déroulait dans un calme sépulcral. Le souverain, remarquant la blessure à l'épaule de la veuve et le silence dans ses yeux, leva le regard vers son armée. Ses pupilles dorées, désormais complètement humaines, mais chargées d'une autorité millénaire, localisèrent le traître. Parmi les rangs de la cavalerie, un officier de haut rang tentait de cacher l'arbalète sous sa cape, mais le son de sa propre culpabilité était un sifflement que le monarque percevait avec une clarté surnaturelle. Le souverain se leva, et bien que la jeune femme ne pût entendre le décret sortant de sa gorge, elle sentit comment l'air même se tendait, devenant un mur de pression qui fit baisser la tête à tous les présents. Le monarque n'eut pas besoin de courir. Sa présence suffisait à remplir l'espace entre les ruines et la forêt. D'un mouvement gracieux, il tendit la main, et l'air autour du traître commença à bourdonner avec une fréquence si haute que les chevaux hennirent de douleur. L'officier tomba de sa monture, le visage décomposé par une terreur n'ayant pas besoin de cris pour être comprise. Le souverain marcha vers lui, et chacun de ses pas résonnait sur la terre, avec la force d'un marteau contre une enclume. Il n'y eut pas d'exécution publique, ni d'excès de sang versé. Le monarque imposa simplement sa volonté, et le son de la trahison fut remplacé par celui d'une loyauté absolue et forcée émanant de la montagne elle-même. La jeune femme vit le monarque revenir à ses côtés, ses yeux pleins d'un mélange de triomphe et d'agonie. Il la souleva dans ses bras,
et elle sentit la chaleur de son corps traversant sa robe de deuil, une température défiant le climat arctique des cimes. Alors qu'il la portait vers le cheval royal, elle appuya sa tête sur son épaule, fermant les yeux pour se concentrer sur la seule mélodie qui lui restait, le battement rythmique et puissant du cœur du roi. C'était une chanson de vie, un boum-boum constant, lui disant que le sacrifice en avait valu la peine, que le silence était un petit prix pour la restauration d'un royaume que le monde croyait perdu. Le voyage vers la capitale fut une procession de sensations tactiles. La veuve sentait le galop rythmique de l'animal, le frottement du vent contre son visage et la fermeté de l'étreinte du souverain. Quand ils arrivèrent enfin aux portes de la cité de marbre, la scène était digne des légendes que sa tante lui murmurait. Bien que ses oreilles ne saisissent ni les trompettes, ni les acclamations des milliers d'habitants sortis accueillir leur roi, elle voyait la vibration dans les gorges des gens, l'éclat coloré des fleurs lancées depuis les balcons et le resplendissement du soleil se reflétant sur les coupoles de cristal. À l'intérieur du palais, le monarque l'emmena dans la salle du trône, un espace aux proportions cyclopéennes, où l'écho des pas faisait autrefois loi. Là, devant les anciens du royaume et les capitaines de sa garde, le souverain accomplit l'acte final de sa rédemption. Il ne s'assit pas seul sur le trône. Il prit la main de la jeune femme et la guida vers le siège de pierre sculpté, représentant l'équilibre des cimes. Elle vit comment il s'agenouillait devant elle, lui remettant non une couronne d'or, mais la clé de fer qu'elle avait sauvée des cendres. Le contact du métal froid contre sa paume fut le déclencheur d'un nouveau miracle. La magie ancienne, satisfaite par le sacrifice mutuel et la loyauté ayant surmonté la vue et l'ouïe, commença à tisser un nouveau lien. La jeune femme sentit une chaleur monter le long de ses bras, un courant électrique s'installant dans son esprit. Soudain, le silence absolu se rompit, mais pas avec les bruits du monde extérieur. Elle entendit une voix à l'intérieur de sa tête, claire comme l'eau d'une source. « M'entends-tu maintenant, ma reine ?» C'était la voix du monarque, dépouillée du bruit de l'air et de la distance. C'était une communication d'âme à âme, une fréquence qu'ils étaient les seuls à partager. Tu n'as plus besoin d'oreilles pour entendre mon amour, ni d'yeux pour voir ma vérité. Le royaume des cimes sonne désormais à travers nous. Elle sourit, et pour la première fois depuis des années, le poids des dettes, du veuvage et de l'abandon disparut complètement. Le langage de l'attention s'était transformé en une connexion psychique, transcendant les sens physiques. Ensemble, ils commencèrent la reconstruction d'un royaume qui ne se basait plus sur la peur des ombres, mais sur la force de la rédemption. Le monarque gouvernait avec une sagesse tempérée par 50 ans de solitude, et elle le faisait avec une compassion née d'avoir tout perdu. Les mercenaires et les collecteurs de dettes de la ville devinrent un souvenir lointain, un parasite ne pouvant plus interférer dans l'harmonie de leur nouvelle vie. La cabane dans les montagnes fut reconstruite, non comme un refuge de désespoir, mais comme un sanctuaire de paix, où le roi et la reine avaient coutume de se retirer pour écouter le silence de la neige. Ombre et cendre, les imposants loups noirs restaient toujours sur le périmètre. Leurs hurlements étaient désormais des chants de joie, résonnant dans le cœur de la femme comme les notes d'une symphonie éternelle. La résolution ne fut pas seulement politique, mais spirituelle. Le royaume des cimes prospéra, devenant un phare d'espoir pour tous ceux qui avaient été marginalisés par un monde ne valorisant que ce qui peut être compté et mesuré. La veuve arrivée avec une seule malle possédait maintenant le plus grand trésor de la montagne. L'amour inconditionnel d'un homme qui avait appris à être humain grâce à son courage. Le silence de Béatrice n'était pas un handicap, mais une couronne de paix lui permettant d'écouter les vérités que les autres ignoraient au milieu du bruit de l'ambition. Au dernier crépuscule de la première année de leur règne, le souverain et la reine se trouvaient sur le balcon le plus haut du palais. Le soleil teignait les nuages de pourpre et d'or, et le vent apportait l'arôme des pins et de la résine. Nicolas l'entoura de ses bras, et elle sentit la vibration de son rire contre son dos. Il n'avait pas besoin de paroles parlées, ni de musique, ni du fracas du monde. Dans cette étreinte, dans cette connexion défiant la malédiction et la mort, ils trouvèrent la note parfaite qui fermait l'histoire de leur souffrance. La dynastie de la rédemption était scellée, et le royaume des cimes dormait enfin en paix,
sous la surveillance d'un roi qui était ombre et lumière, et d'une reine qui avait appris à voir avec le cœur plutôt qu'avec les yeux. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les brumes et les secrets du royaume des cimes. L'histoire de Béatrice et Nicolas nous enseigne que les connexions les plus profondes sont celles qui n'ont pas besoin d'être vues ni entendues par le monde pour être réelles. Pensez-vous que le sacrifice de Béatrice fut le juste prix pour un amour qui a brisé une malédiction de 50 ans? Ou pensez-vous que le silence est un cadeau dans un monde rempli de bruit sans intérêt? Nous voulons lire vos pensées dans les commentaires. L'univers des rois Lycans est vaste et plein de mystères qui n'ont pas encore été révélés. Une autre légende de pouvoir et d'amour attend d'être découverte dès maintenant, alors ne vous arrêtez pas ici et continuez d'explorer les chroniques de notre meute dans la prochaine vidéo.